quand on parle de Sarcelles, c'est après une émeute. Quand on parle de Sarcelles, c'est après une manifestation qui a mal tourné. Quand on parle de Sarcelles, c'est pour dire, vous voyez, ces gens-là, ils sont pas comme nous, ils sont dans des cités. Soyez contents d'être dans une ville. Moi, ce qui m'a vraiment plu à Sarcelles, c'est ce côté festif, ce côté convivial. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien retrouver. Dans mon bâtiment, il y avait des Portugais, comme des Français, des Espagnols. Il y avait vraiment un brassage. Alors qu'ici, on vous cantonne par quartier. Avant, on ne regardait pas, tu viens de quelle nationalité? Ah bah toi, t'es de telle nationalité. Ou ah non, je joue pas. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On n'avait pas ce sentiment-là. On s'en foutait d'où on venait. À la une aujourd'hui, 11 gardes à vue en cours dans le Val d'Oise après les incidents de Sarcelles hier soir. Des commerces et une synagogue ont été attaqués après une manifestation pro-palestinienne interdite. 20 juillet 2014. À Sarcelles, une manifestation de soutien à la cause palestinienne dégénère en émeute antisémite ciblant des commerces juifs. La France est sous le choc. Je n'arrive pas à comprendre qu'ils fassent fort Apache autour de la synagogue et mettre le feu et envoyer des cailles. Je n'arrive pas à comprendre. Ces Sarcellois-là, je ne les reconnais pas. Pendant 60 ans, Sarcelles fut le symbole du vivre ensemble. Pendant 60 ans, Sarcelles fut une ville où les communautés vivaient en bonne intelligence. Les émeutes de juillet 2014 sont-elles juste un incident de parcours ou le révélateur d'un malaise plus profond? En sillonnant la ville pendant plusieurs mois, nous sommes partis à la rencontre des habitants de cette cité diverse qui interrogent à leur manière notre modèle républicain. Je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans. Je suis né dans un département 91 qui était l'Algérie et c'est toujours écrit dans ma carte vitale. Donc j'étais français. Dès qu'on est arrivé, on s'est marié à Clichy et la première a fait une demande de logement. Et à l'époque, pour avoir un logement à Sarcelles, il fallait être soit à la SNCF, soit à l'EDF, ou à l'Éducation nationale. Et elle a eu le logement parce qu'elle travaillait à l'Éducation nationale. Donc le premier logement qu'on lui a donné, c'était Sarcelles. C'était en 65 et on y est toujours. L'après-guerre. Depuis l'appel de l'abbé Pierre, la France tente de remédier à une situation catastrophique. Il manque plus de 500 000 logements. Le tiers des foyers parisiens est surpeuplé et vit dans l'insalubrité. Il est urgent de reconstruire. L'État missionne la Caisse des dépôts et consignations pour l'aider dans ce chantier considérable. Bien que cette institution financière n'ait aucune expérience en matière d'habitat social, elle a les fonds nécessaires. Le message des politiques est clair. Vaincre le taudis, prendre notre revanche sur le manque de confort et sur la laideur. Construire plus, moins cher, mieux. Pour cela, une seule solution, construire par grands paquets de milliers de maisons, par ensemble d'habitations. Sarcelles, qui n'est à l'époque qu'un village de moins de 10 000 habitants, retient l'attention des promoteurs. Emplacement optimal, 11 km de Paris, une ligne de train reliant la capitale, un terrain bon marché, Sarcelles est la perle rare. Dès octobre 1955, les travaux commencent avec un premier programme de 440 logements au lieu-dit des Sablons, puis un second, de 1180 logements, à Lochère. On construit vite et pas cher, plus de 10 quartiers, sans véritable projet d'ensemble. Ce qui devait être à la base un modeste programme de 1000 logements devient le plus vaste programme d'habitat collectif qu'ait connu la France. Le premier grand ensemble est né. En 1962, la commune compte déjà 33 000 habitants. Et dans leur Logeco tout neuf, les jeunes couples avec enfants découvrent un confort moderne qui tranche avec la société de l'époque. Arrivé là, on était très contents. Il y avait de l'espace pour les enfants, il y avait de l'espace pour jouer. C'était un début à tout.
avoir un logement et meubler et tout ça. J'avais un voisin qui était directeur au ministère de l'Intérieur, il y avait des avocats, il y avait des médecins, il y avait vraiment des têtes, et j'étais parmi eux. C'était bien de me retrouver au milieu de ces cadres, des hautes personnalités. Moi qui est tout petit, incognito, je viens d'un petit village perdu d'Algérie. Ce que j'appelle les années 60, c'est les plus belles que j'ai pu vivre jusqu'à ce jour. Tous les gens travaillaient et on gagnait peu, mais on s'amusait, c'était une belle époque. Les Sarcellois, quelles que soient leurs origines sociales, sont les pionniers d'un monde nouveau. Ensemble, ils expérimentent avec bonheur une utopie, la mixité sociale et l'ouverture aux autres cultures, qui marqueront les gens de cette génération. Nous, on a eu un truc, c'est qu'il y avait tous les ingrédients des ethnies différentes, et on n'a eu qu'une seule envie, c'est de casser toutes les barrières pour pouvoir vivre ensemble. On a vraiment vécu ensemble. Je vous assure qu'à mon époque, de 60 à 75, on a vécu ensemble. Vraiment ensemble. L'apéritif ici, c'était génial. C'était génial, l'apéritif. Quand on est au café, il y avait tous les musulmans, tous les Siciliens, des Tunis, tous les Juifs, des Blancs, des Noirs, des Jaunes. C'était extraordinaire, l'apéritif à Sarcelles. Une kémia énorme, l'anisette, la convivialité. Et les fêtes antillaises à laquelle on participait, les fêtes... Non, on a fait une société qui était une société très valable, très valable. À peine né, Sarcelles devient pourtant la cible de toutes les attaques. Le Figaro parle d'univers concentrationnaire dans lequel les gens ne chantent plus. Le Canard enchaîné tourne en dérision cette maladie des grands ensembles qui prolifère dans les médias, la sarcellite. À la télévision, des habitants évoquent leurs doutes sur l'architecture de la ville. Sarcelles n'a pas de personnalité et l'habitant finit par croire que lui non plus n'en a pas. C'est pas une ville, c'est un amalgame de bâtiments et vu par avion un amalgame de petits cubes et c'est tout. Les bâtiments sont terriblement sonores. On vit avec le voisin aussi bien au-dessus, en dessous qu'à côté. Face à la polémique, les Sarcellois décident de se mobiliser pour que le béton s'humanise enfin. Ils s'organisent alors en mouvement associatif pour faire pression sur la Caisse des dépôts. À l'époque, c'est le maire Henri Canacos qui prend la tête de la bataille. Ensemble, ils développent l'éducation populaire, puis créent des lieux de vie, la bibliothèque, le cinéma, le forum des Cholettes, pour que les Sarcellois s'épanouissent. Ils font front pour que le bailleur finance les équipements collectifs promis. Monsieur le propriétaire, n'oubliez pas que dans ces 120 000 logements, il y a des locataires qui n'ont pas accepté les choses comme cela. Il y a des associations de locataires dans toutes les cités de la SIC. Car, à qui avons-nous affaire? Au plus grand propriétaire de France. Sarcelles devient une cité à l'image de ses habitants, diverses et citoyennes. Je ne sais pas si les gens sont aussi fiers d'habiter Sarcelles qu'ils l'étaient à l'époque, mais à l'époque c'était très fort. Hein. D'ailleurs, dès qu'on attaquait Sarcelles, ils étaient comme les coqs, là, ils sortaient les griffes, c'est de le dire. En plus des mal logés, Sarcelles fut une terre d'accueil pour toutes les vagues d'immigration successives. Les années 60 marquent le début de cette histoire avec l'arrivée des rapatriés d'Algérie. À partir de 1967, ce sont les Juifs tunisiens qui viennent grossir les rangs. Nous luttons contre une assimilation, mais non pas contre une intégration. Il s'agit pour les Juifs de retrouver le contact avec l'humanité, ou de trouver le contact avec l'humanité. Et pour cela, pour pouvoir trouver ce contact, il faut qu'ils soient pleinement juifs. C'est leur méthode, c'est leur moyen. Je suis plus juive, beaucoup plus juive depuis que j'habite Sarcelles. Le lien avec la communauté juive est une nécessité. C'est un besoin d'identification. C'est un besoin peut-être exactement, comme dit mon fils, un besoin d'identification. Parce que Sarcelles n'a pas d'histoire en elle-même. Sarcelles est neuf, donc les gens qui vivent à Sarcelles ont une histoire passée, quelque chose... on ne peut même pas les raccrocher. C'était plus facile de se retrouver entre juifs parce qu'il y a une histoire commune beaucoup plus grande. On s'attache à quelque chose.
Dès le milieu des années 60, ce sont les populations du Maghreb et d'Afrique qui viennent travailler ou étudier en France dans le cadre d'accords bilatéraux. Cité d'accueil pour ce jeune Africain qui, grâce à une bourse, vient poursuivre en France des études commencées au pays natal. Ils sont des centaines comme lui, qui à la rentrée d'octobre arrivent un beau jour avec leur maigre bagage d'étudiants ambitieux pour affronter les disciplines qui feront d'eux les élites des jeunes États d'Afrique ou de Madagascar. S'il est marié, notre étudiant pourrait être installé dans les conditions de confort qui sont celles de cette famille camerounaise, intégrée maintenant dans cette grande cité moderne au nord de Paris. Et c'est ça que les architectes des années 50 ont réussi, c'est que derrière ces façades en pierre de taille, se sont succédés des gens de toutes les origines du monde. Ces gens, ça a été leur tremplin de venir à Sarcelles. Certains enfants de Sarcelles ont connu une véritable success story. Gilles Wacky, photographe et artiste reconnu, en est un exemple. Si moi je suis devenu artiste, je me demande encore qu'est-ce que je fous là. C'est normalement, je ne devrais pas être là. Donc je suis encore étonné, agréablement surpris que l'enfant de Sarcelles a pu réaliser ses rêves. Ça, c'est des photos comme Cartier-Bresson, ça. L'enfant de Sarcelles qui a rêvé pendant des années d'un appareil photo Leica. Ben, non seulement j'ai eu un Leica qui porte mon nom, qui m'a été offert par Leica, mais en plus, ils ont commercialisé un Leica designé par moi. Tout ça, c'est mis bout à bout, c'est quand même une vie. Donc, cette envie d'être tout en même temps, de vouloir tout voir, tout comprendre, de machin, cette volonté, eh ben, ça m'a permis de casser les barrières. Mais je me dis, j'ai cassé moi les barrières comme un électron libre. C'est-à-dire que tu sais, cette masse de spermatozoïdes qui est, tu sais, enfermée comme ça, puis il n'y en a qu'un seul, qui est plus vif que les autres, et puis il féconde. Ben, moi, j'ai l'impression d'avoir été ça. Mais moi, je voudrais que tous les autres, ils fécondent. Je voudrais qu'il y ait plein de petits Wacky à Sarcelles, plein de mecs qui passent entre les mailles, qui sortent, qui machin, qui deviennent artistes, journalistes, qui deviennent, je sais pas moi, chanteurs, musiciens. Dans les années 60, c'est la Maison des Jeunes et de la Culture de Sarcelles, un lieu de brassage et de rencontres artistiques qui permet aux jeunes de se construire. Alors dites-moi franchement, est-ce que ça vous semble important qu'il y ait cette Maison des Jeunes? Très important. S'il n'y avait pas la Maison des Jeunes entre nous, qu'est-ce que vous feriez? Les trois quarts, on serait tous en prison, je crois, en ce moment. Je suis fier de voir dans le regard de mes amis, et ils me regardent avec amitié. J'étais un chef de bande, quoi. Quand on dit, si à cause de la Maison de Jeunes, s'il n'y avait pas la Maison de Jeunes, on serait en prison, vous pensez à quoi? Vous pensez que j'aurais braqué une banque? Ou que j'aurais vendu de la drogue? Ah ben non, j'aurais cassé un carreau. Voilà, c'était ça. Être gangster à Sarcelles en 1960. Mais ils ont fait un travail formidable à la Maison de Jeunes. Pas que pour moi, hein. Mais moi, j'en ai pris toute la puissance, la force, le Wiedenberger qui faisait des photos que je voulais imiter. J'ai vu des gens raconter leur vie d'explorateurs comme Paul-Émile Victor. Je me souviens d'Anna Langfus. Je me souviens de la musique. Je me souviens Ça m'a construit d'avoir un endroit où ne pas être dans l'errance. Parce que qu'est-ce qui est le pire pour un jeune aujourd'hui, où qu'il soit? C'est l'oisiveté. Je n'arrive pas à comprendre que la Maison de Jeunes ait été brûlée, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que des jeunes aient pu mettre le feu à cet endroit. Comme Gilles Wacky, les Sarcellois de la première heure reconnaissent que leur ville a changé. Ceux qui n'ont pas vécu l'âge d'or des années 60 ont perdu les valeurs d'un grand ensemble profondément républicain. Mais comment en est-on arrivé là? Fin des années 80, les choses basculent. Il y a un changement de population, une dégradation de l'état du bâti,
un défaut d'entretien par la Caisse des dépôts, parce que là, le grand ensemble que vous voyez, il a été construit par la Caisse des dépôts, qui en était propriétaire et qui aurait dû entretenir. Et la Caisse des dépôts n'entretient pas son patrimoine. Donc les choses se dégradent petit à petit. Et qu'est-ce qui se passe à la fin des années 80 ? Les classes moyennes qui vivaient dans ces villes, parce que c'était ici le symbole de la mixité sociale. Moi, mon père était instituteur, ma mère assistante sociale, et dans la cage d'escalier, il y avait des enfants d'ouvriers, il y avait un enfant de général, il y avait un enfant d'avocat, il y avait des enfants d'infirmiers, parce qu'il y avait beaucoup de gens des DOM qui étaient arrivés, qui travaillaient dans l'assistance publique. Donc une vraie mixité d'origine et sociale. Bon. Et puis à la fin des années 80, les choses changent. Ça se dégrade, et donc les gens partent. Bon. Et pourquoi ils partent ? D'abord parce que ça se dégrade, et deuxièmement parce que la Caisse des dépôts, pour rénover son patrimoine, trouve le moyen juridique fallacieux de bénéficier des aides fiscales et financières accordées aux bailleurs sociaux. Ils disent à l'État, donnez-nous de l'argent pour rénover. Ils en profitent pour doubler leur loyer. Et là, les classes moyennes disent, on paye 2 fois plus cher, ça se dégrade, ça commence un peu à... Il n'y a plus trop de mixité, on s'en va. Et ils s'en vont. Et quand vous avez quelqu'un qui s'en va, il faut faire des travaux à l'intérieur. Il faut le remettre à neuf pour le louer. Là, ils ont cru bon de relouer sans faire de travaux à des gens de plus en plus modestes. Bon. Et on a pris l'habitude ici, dans le fond, il y a un drame dans le monde, il y a une population dans le monde qui est en exil parce qu'elle doit quitter. Les Chaldéens, ce sont des minorités qui vivaient entre l'Irak, la Turquie. Ils veulent venir en France, on les met à Sarcelles. Il y a un tremblement de terre à Haïti, on veut accueillir des enfants, on les met à Sarcelles. Et vous arrivez aujourd'hui à cette partie-là des grands ensembles, côté voies ferrées, 100% de logements sociaux très défavorisés, principalement des gens issus de l'immigration d'Afrique de l'Ouest. Cette partie-là, qui était la partie, le Sarcelles 8 et 9, qui était la partie des copropriétés construites, il y a aujourd'hui 80% de la population qui est de la communauté juive, pour arriver aujourd'hui à une situation qui est ce qu'elle est. Où il y a une ghettoisation de quartiers arrêtés. Alors, après, ça n'empêche pas le passage, la vie en commun, les flanades, le marché, le centre sportif, les équipements qui font que, on se croise dans la rue. Mais j'allais dire, le soir, chacun rentre chez soi. Compte tenu du diagnostic qui est le tien, on ne peut pas revenir en arrière et dire la République une et indivisible et rien d'autre. On ne peut pas, comment dirais-je, exclure maintenant le fait communautaire de la vie publique. Avec 90 communautés pour 60 000 habitants, Sarcelles est une mosaïque de culture et un monde en soi, à l'image des Assyro-Chaldéens. Arrivés de Turquie dans les années 80 pour fuir la guerre civile, ces chrétiens d'Orient ont retrouvé leurs racines en s'organisant en communauté autour de leur église, où ils apprennent l'araméen. En fait, la chance qu'on a ici à Sarcelles, c'est que les communautés sont reconnues. Moi, je suis assyro-chaldéenne et je peux le dire, et je suis reconnue ici en tant qu'assyro-chaldéenne. Et toutes les autres communautés aussi sont reconnues et on se sent respecté. C'est vrai que si on commence un peu à se disperser, si je viens pas ici le dimanche aller à la messe, je vois pas mes frères chaldéens, etc. Si je suis dans mon coin, une autre ville, etc. Donc c'est un peu un risque de se perdre les uns les autres. Quand on parle de communauté en France, ça fait souvent peur. Moi, je comprends pas du tout parce que c'est une force pour moi. S'il m'arrive quelque chose n'importe où dans Sarcelles, ou même pas qu'à Sarcelles, n'importe où en France ou ailleurs, je sais que, que j'ai des gens qui sont derrière moi, qui vont me soutenir, je peux les appeler, et voilà. La France était comme ça aussi à une époque. Elle a juste changé. Et c'est ça aussi que j'ai pas envie de voir dans la communauté. Je veux qu'on garde ces liens en fait. Grâce à l'entraide existant au sein de la communauté, l'intégration s'est faite en une génération. En fait, on était comme esclaves là-bas. Ils viennent chez nous, on ne doit pas manger, taper, on ne doit pas l'argent, taper, on ne travaille pas pour eux, c'est taper. C'est comme ça. On a demandé réfugiés politiques. Dire qu'ils ont nous acceptés ici. Voilà, on a fait les papiers, on est arrivé ici, on est resté à Sarcelles. Depuis là, on est tranquille ici. Voilà. J'ai parti 5 jours en France, j'ai commencé à travailler. 5 jours.
5 jours. Quand j'ai travaillé, il y en a les Arméniens, ils parlaient les Turcs. Je connais, j'ai parlé avec lui, j'ai fait les stages. Après, je commence le travail. Parce que je ne connais pas parler français, pas rien. Je n'ai pas parti au col ici, jamais. Toujours travailler. Parce que je suis française et pleinement française, je suis kelden et pleinement kelden, et je ne veux pas en perdre une en fait. Je ne veux pas barrer mon côté kelden, je ne veux pas avoir juste l'étiquette d'une petite française, et je ne veux pas non plus, je suis pas non plus kelden comme à l'époque de mes parents dans leur petit village. C'est pas cette vie que j'ai non plus. Pour vivre pleinement son identité et sa religion, la communauté chaldéenne a fait le choix de s'installer au village, loin du grand ensemble. J'ai vu rapidement la différence entre ce quartier un peu paisible où j'étais tranquille et en sécurité avec ma famille, et l'autre côté où j'avais aussi de la famille, donc j'allais là-bas où c'était un peu plus mouvementé. Mais une fois qu'on a vécu dans ce cadre-là, on ne peut pas le lâcher. Au cœur du grand ensemble, d'autres Sarcellois vivent une réalité bien différente. Depuis 2008, les Sablons, le quartier de Belkacem, fait l'objet d'une profonde rénovation. Les barres d'immeubles sont détruites et remplacées par des résidences sécurisées. Voilà la nouveauté de Sarcelles, les pharaons avec un gros nez en plastique. Non, du béton. Depuis qu'on est arrivé ici, je ne connais personne à droite, à part les anciens qui sont encore là. Le grand ensemble, évidemment, c'est la belle phrase. On est passé du grand ensemble où tout le monde se voyait, on se côtoyait ensemble, et on est aujourd'hui enfermé, on ne voit plus personne, on se rencontre dans la rue. Heureusement, je ne veux pas rester enfermé tout le temps. Moi, il y a une association que je suis demandé souvent, donc j'y vais. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va? Tout le monde va bien? C'est vraiment dommage. Ils ont éparpillés, les uns éloignés des autres. Tout à fait. On habite toujours pendant des années, on y est encore et on ne se voit pas. Ça le malheur. Je veux bien. Alors comment va Belkacem? Ça va, ça va. C'est aussi les problématiques des cités. Hein. Les gens qui se renferment sur eux-mêmes. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est des dangers, quoi, aujourd'hui. Ce que je ressens ici, que de venir ici passer un petit moment ici, tout ça, je ne trouverai pas ailleurs. Et ça, on ne veut pas le changer. Moi, quand j'ai grandi à Montmagny, il y avait de tout. Dans mon bâtiment, il y avait des Portugais, comme des Français, des Espagnols. Il y avait vraiment un brassage. Alors qu'ici, on vous cantonne par quartier. Voilà, c'est si bien que quand moi je roule à Sarcelles, il n'y a rien de péjoratif à ça. Quand je suis là-haut, Albert Camus par exemple, je dis je suis en Israël. D'accord? Et en face, c'est la Turquie. Et si c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Nos enfants, ils grandissent avec les autres, entre noirs, entre arabes. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent rien, ils sont dans la cité, ils sont dans le quartier. Mais pour ceux qui vivent dans le bas du grand ensemble, là, moi je pense que c'est plus un apartheid social qu'un apartheid entre guillemets ethnique ou communautaire. Ceux qui se retrouvent là, c'est ceux qui sont le plus en difficulté. Et il se trouve malheureusement en France que ceux qui sont plus en difficulté, c'est souvent les Français issus d'immigration. Pendant 30 ans, on s'est plus préoccupé du bâti, faire des ronds-points, nettoyer des appartements, des bâtiments. C'est bien aussi parce que bon, il fallait remettre ça en état et tout, mais on ne s'est pas occupé de l'humain. Les cités sont devenues des résidences, on met des plaques avec marqué résidence dessus et compagnie, mais le taux de chômage, il n'a pas changé ici depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il y a 30 à 40% de chômage dans ces quartiers. Il y a bien un problème. Quand tu as 35-40% de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans, il y a un sentiment d'injustice.
Il y a le sentiment de ne pas pouvoir accéder à l'emploi. Le sentiment d'être bloqué, d'être coincé, de ne pas pouvoir réaliser ses rêves, c'est hyper frustrant. Souvenons-nous des années 90. La ville est alors le berceau du rap et fait naître des artistes qui ont marqué les esprits. Le Ministère Amer, Stomy Bugsy, Doc Gynéco, Passy. À l'époque, la culture rassemble les gens autour d'un lieu mythique, le Forum des Cholettes. Donc les gens venaient de Paris pour venir voir les artistes ici. Il y a une période, franchement, j'ai jamais vu autant d'artistes sur la ville, quoi. Mais en 95, tout s'arrête. Le Forum des Cholettes est fermé pour des problèmes d'amiante. Il ne sera jamais rénové. Eddy se souvient des grandes années de ce lieu qui a marqué toute une génération. C'était le coin où on se retrouvait, on dansait là, on mettait la musique et puis on dansait. Donc moi à l'époque, bien sûr, j'étais dans le milieu de la danse aussi. Hein. Et donc c'était des amis avec Stomy avec qui on avait un groupe qui s'appelait les B-Boy Gang. On s'est toujours dit que B-Boys Gang, c'était une famille. On véhiculait un message, mais pas avec l'esprit de violence. C'était un moyen de s'évader aussi. C'était un moyen de se dire, bah tiens, moi aussi j'aimerais bien essayer. Et puis il y a d'autres groupes qui se sont formés. C'était un pilier, quoi, le forum. Quand ça s'est perdu, bah, on s'est retranché dans les cités. Les gens osaient moins rentrer dans les cités que quand c'était au Forum des Cholettes, bah, tout le monde venait. Quelques années plus tard, c'est au tour du cinéma de fermer lui aussi. La culture périclite peu à peu, et le modèle sarcellois aussi. Quelqu'un qui se cultive, il peut pas être mauvais. Parce que son intelligence, le respect de l'autre, tout ça va arriver tout doucement. Il va lire des livres où le noir et le blanc sont copains. Il va lire des livres où le juif et l'arabe sont amis. Il va lire des livres où la pauvreté, c'est pas forcément un défaut. Il faut que la culture rentre par tous les endroits pour transformer l'oisiveté, la méchanceté. La culture, c'est un char d'assaut. Mais quand la culture est désarmée, que reste-t-il pour créer du lien entre les communautés ? Quand je suis arrivé ici, le lycée était tout à fait récent, il avait 4 ans d'âge, en 1975. Donc c'est un lieu qui pour moi évoque beaucoup de souvenirs, puisque j'y étais jeune, avec des équipes enseignantes jeunes, dynamiques. On parlait de diversité à l'époque, on ne parlait pas du tout de communauté. Le mot communauté n'était pas employé à Sarcelles à cette époque-là, ou par les hommes politiques. Hein. À l'époque, c'était le maire, après Canacos, le maire Lamontagne, qui, disait-on, favorisait la communauté juive. Mais c'est à ce moment-là qu'on parlait de communauté. À propos de la communauté juive, qui était importante, puisqu'il y avait déjà près de 8000 juifs à Sarcelles, mais sinon, il y avait une diversité maghrébine, africaine, antillaise, et beaucoup de Français de la région aussi. Donc une grande mixité. Hein. Ça se passait plutôt bien. Bon, les élèves rigolaient entre eux sur les origines, quoi. Ça amusait les élèves d'employer des mots qu'on pourrait dire à connotation raciste. Hein. Bon, boula, juif. C'était pas méchant. Il n'y avait pas de méchanceté. Il y avait une intégration qui se faisait positivement à travers les filières techniques. Mais aujourd'hui, même dans l'école publique, le repli communautaire gagne du terrain. Chacun, en sortant de l'établissement, retourne un peu vivre ensemble, mais ensemble au sein de sa communauté. Une partie de la communauté juive, une partie, je pense, assez importante de la communauté juive, a fui, je ne sais pas si le terme est bon, en tout cas, a fait le choix de se tourner plutôt vers l'enseignement privé.
un petit repli ou parfois un gros repli communautaire. Les gens vivent entre eux, parfois dans la même tour. On se rend compte qu'on va avoir des gens provenant du même pays, parfois même de certaines zones géographiques, même à l'intérieur du pays, et que l'école est justement le lieu du vivre ensemble. Et que si chacun, en fonction de ses croyances, de ses pratiques ou de sa culture, vient à ne vivre qu'avec des gens, nous perdons ce qui fait, à mon avis, le terreau de la nation française et du vivre ensemble. On les a croisés tout à l'heure. Ouais, mais ça, c'est un drame. C'est pas un drame, c'est une sorte de... Il y a des gens qui ont dit nous voulons que nos enfants aillent dans les écoles juives pour avoir une culture juive. C'est vrai. Il y a une chaîne de valeurs qui est transmise depuis 3000 ans, mais rapidement, c'est devenu une nécessité. Il y a toutes les raisons. Prenez un gosse dans la rue, il va vous dire mais les juifs sont tous riches. Pourquoi on a tué Halimi? Parce que les juifs sont tous riches, qui vont payer une rançon terrible. Il n'y a pas de pauvres chez les juifs, il n'y a que des riches. Ils tiennent tout, ils tiennent le pouvoir, ils tiennent le gouvernement. Tous les ministres, ils tiennent la télévision, ils tiennent les journaux, tous les journaux sont juifs. Il n'y avait pas tout ce grillage, en tout cas pas aussi haut à l'époque. C'est un vrai bunker. Il y a une dizaine de militaires. Il y avait une vraie sécurité, on ne pouvait pas entrer ni sortir déjà à l'époque. Hein. Mais il n'y avait pas tout ça. Donc j'ai fait pratiquement toute ma scolarité primaire et secondaire ici avant le lycée. Vous aviez collège ce matin? Jusqu'à quelle heure? Ah, je sais pas quelle heure il est. Il y a quelques années, j'étais juste exactement à la même place pour voir ce qui se passait dehors. C'est la particularité, il n'y a que des juifs. Et une autre particularité, c'est qu'il n'y a que des garçons. Au bout d'un moment, c'est pesant parce qu'on a l'impression que tous les gens qui vivent à l'extérieur ne sont pas comme nous. Et même on a peur des gens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. Ce qui justifie ces murs, on va commencer par les choses qui sont réelles, qui ont existé. C'est la mort de jeunes juifs, c'est les attentats terroristes, c'est le fait que les juifs soient plus spécifiquement ciblés. C'est vrai que c'est compliqué à conjuguer, hein. Cette nécessité de sécurité et en même temps cette expression de particularité qui entraîne de plus grands dangers. Ce n'est pas les pratiques communautaires qui me posent problème. Quoique, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, un jeune juif qui vit dans ce quartier-là, ou un jeune musulman qui vit dans ce quartier-là, ne se croisent plus, ne se connaissent plus. Et c'est là où le risque arrive. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il n'y a pas des lieux de vie en commun, pour qu'un musulman sache qu'un juif, ce n'est pas un méchant israélien qui tue les Palestiniens, mais c'est aussi son copain d'école. Si un jeune juif considère qu'un jeune musulman n'est pas qu'un djihadiste, mais c'est aussi son copain avec qui il joue au football, s'il n'y a plus ça, certains ici peuvent considérer qu'ici, c'est des suppôts d'Israël qui tuent les Palestiniens, et eux ici peuvent considérer que certains jeunes ici sont tous des djihadistes. Et on arrive à l'absurdité dans une ville où tout le monde existe, que les gens ne se connaissent plus. Cette ségrégation a fait apparaître un fossé entre les communautés et un sentiment d'injustice est progressivement né chez certains habitants de la ville. Plus vous montez, plus vous voyez le quartier qui est plus propre, qui est mieux entretenu. Et plus vous descendez, vous voyez que bon, il y a certaines communautés qui habitent et les quartiers sont délabrés, sont laissés à l'abandon, excusez-moi. Vous avez un homme d'entretien pour entretenir tout le quartier, à ramasser les papiers et à nettoyer le quartier. Alors que dans d'autres quartiers, ils sont 3, 4, voire 5 même, je ne sais pas. On va toujours favoriser certains secteurs que d'autres, malheureusement. C'est ce qu'on ressent au quotidien, c'est ce qu'on vit au quotidien. Il y a beaucoup de crèches communautaires, mais pas beaucoup de crèches publiques. Là, je vais toucher un sujet qui touche beaucoup de familles à Sarcelles, des crèches communautaires qui touchent des subventions de l'État et quand vous voulez aller inscrire votre enfant, on vous refuse. Vous en avez une qui a été inaugurée il y a très peu de temps. Elle est juste à côté et c'est ce qu'il nous fallait dans ce quartier. Une crèche en plus, mais malheureusement, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Toutes les écoles des quartiers populaires de Sarcelles, neuves,
parmi les plus belles de France, neuves. Toutes les écoles des quartiers des classes moyennes, vieilles, pas rénovées. Donc on ne peut pas me dire ici, eux ils ont tout, nous on n'a rien. Ici, les gens payent de l'impôt. Ici, les gens ne payent pas d'impôt. Donc avec leur argent, je refais leurs écoles. Eux, ils pourraient gueuler pour dire, quand même, oui, je prends votre argent et je paye l'école. Par contre, je m'engage à ce que vous puissiez vivre votre judaïsme en toute sécurité. Je crois que c'est un peu mon pari. On peut faire de Sarcelles, dans la France aujourd'hui traversée par le racisme, la xénophobie, un exemple justement d'une ville où les communautés vivent ensemble. Et moi j'ai tenu à ce que ma liste représente ces différentes communautés. Depuis 30 ans, les maires qui se sont succédés ont porté un soin particulier aux communautés, jusqu'à intégrer leurs représentants dans les listes électorales. Et si les élus soutiennent les communautés les plus organisées, c'est aussi parce qu'elles contribuent au développement économique de la ville. C'est vrai qu'il y a une classe moyenne qui est importante pour les équilibres économiques de Sarcelles. Traditionnellement, les Assyro-Chaldéens ont toujours été des commerçants. Ils aiment, dès qu'ils ont les moyens, dès qu'ils ont la possibilité de monter leur propre boîte, de lancer leur propre commerce. Sarcelles, c'est leur aujourd'hui, mais c'est aussi leur demain. Donc, ils investissent tout ce qu'ils ont, humainement, économiquement, socialement, à Sarcelles. Il y a des communautés et dans sa gestion politique, le maire ou les élus ne peuvent pas éluder, ne peuvent pas faire semblant de ne pas voir ces communautés. Mais si les communautés religieuses sont pleinement reconnues à Sarcelles, quelle est la relation que le maire doit entretenir avec elles? Quand on voit autant de joie, autant de jeunesse, autant d'engouement, autant de fraternité ici à Sarcelles, par cette belle journée, on est fiers de ce que l'on est, on est fiers de ce que l'on fait. Et vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Car il y a une particularité à Sarcelles, c'est que pour les fêtes, vous avez le maire ou les futurs candidats à la mairie, à la députation, qui font le biathlon de tous les édifices religieux. À Kippour, ils font toutes les synagogues de Sarcelles. Et ils prennent la parole. Et ils ont un discours politique et religieux. On a un modèle à Sarcelles qui est un modèle que l'on appelle, nous, la laïcité sarcelloise, qui est que le rôle de la République, c'est de permettre à chacun de vivre sa religion. On a fait du média religieux le seul média avec la ville. Et ça, c'est problématique parce qu'effectivement, on donne beaucoup plus d'importance aux communautés religieuses qu'au dialogue direct avec le reste de la ville. Tous les politiques, tous les gens qui nous dirigent n'arrêtent pas de dire « Ah, la mixité, c'est une force ». Ben, ils ont un terrain comme Sarcelles, et alors ils font quoi? Elle est où la mixité? Elle est où la force? Ben, il n'y en a pas. Il faut le casser, le communautarisme. C'est ça qui tue tout le monde. Sarcelles est une ville qui a vécu sans le communautarisme et qui est tombée dedans. Mais alors, tombée... Moi, je paye mes impôts à Sarcelles. Je les paye bien. Et je ne paye pas des impôts pour favoriser le repli communautaire. Voilà. Tu veux faire ton truc, tu fais ton truc. Mais moi, tu ne vas pas te servir de ma thune pour t'enfermer. À terme, c'est un truc à l'anglo-saxonne, quoi. Chacun à côté des autres et compagnie. En fait, quelque part, on a fait un pas en arrière, en fin de compte. Et on dit à la ville, au maire, le maire, putain, bon, on vous met les plus pauvres, les immeubles, les logements sociaux, les chômeurs, les gens d'issues diverses, pas un euro, et puis, il faut inventer l'histoire quand même, là, puis faites bien quand même. Puis, vous parlez un peu trop aux communautés quand même, là, c'est pas correct, là, les communautés quand même, faut pas trop... Bah, les gars, gentils, d'abord on fait ce qu'on peut, et évidemment, donnez-nous un peu d'argent pour le faire, parce que quand on dit qu'il faut inventer de la citoyenneté, quand on dit, voilà, on va faire par exemple des manifestations culturelles, ça coûte de l'argent. Sarcelles est la 4e ville la plus pauvre de France. Ce serait ça le problème, le manque de moyens.
Sarcelles aurait recours au communautarisme parce que ses élus n'ont pas d'autre alternative à proposer pour maintenir la cohésion sociale. Mais faire des religions le média central du dialogue avec les habitants n'est pas sans conséquence sur une jeunesse en quête d'identité. Et quand on favorise une identité religieuse, on fait une personne qui a une identité prédominante par rapport aux autres. Et donc vous avez un jeune qui est avant tout juif, et non plus forcément uniquement, ou avant tout français, ou avant tout garçon, ou avant tout hétérosexuel, On a une personne qui a une identité religieuse prédominante sur toutes les autres. S'ils sont reconnus comme tels, ils sont étiquetés comme tels et ils vont se comporter comme tels. Et ils vont devenir musulmans, ou juifs, ou chrétiens, avant d'être français. Et vous avez effectivement des conflits religieux et communautaires et des radicalisations communautaires qui vont aller de mal en pis parce que la République française n'a pas arrêté ce mécanisme. Dans un pays étranger, en Espagne, en Turquie, aux États-Unis, quand on leur demande de quelle origine ils sont, quelle nationalité ils sont, ils te disent « je suis français », d'accord? Et lorsqu'ils sont en France, ils vont dire « je suis israélien, je suis marocain, je suis tunisien, je suis… » Il faut se poser la question. Peut-être qu'ils ont l'impression de ne pas être considérés comme des Français à part entière. Peut-être. Peut-être qu'on les renvoie sans cesse à leur religion. Ce qui se passe en Syrie ou en Irak, c'est pas leur problème. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. C'est des enfants qui sont nés en France. Vous avez une partie de la population en France qui a le sentiment d'être maltraitée, qui a le sentiment de ne pas pouvoir s'intégrer. On lui dit République, liberté, égalité, fraternité à longueur de journée, mais cette population, une partie d'entre elles, a le sentiment que ce n'est pas pour elle. Vous avez une population juive structurée, organisée, qui a ses lieux de culte, qui a sa vie propre, et vous avez d'autres minorités moins installées et des populations qui relèvent de l'islam qui peuvent avoir le sentiment de ne pas être suffisamment représentées ou organisées ou structurées. Non, vendredi on est encore là. Ce poids des identités et des religions dans la ville se manifeste par des dérives qui affectent l'ensemble des habitants. Si vous pouvez pas descendre. En boucherie traditionnelle, je suis le dernier de Sarcelles. Avant, il y a une douzaine de centres commerciaux dans Sarcelles, il y avait à peu près autant de boucheries traditionnelles. Tout le monde travaillait. À l'heure d'aujourd'hui, il y en a plus. On est passé d'une douzaine à un boucher. Je me suis fait agresser 3 fois parce que je vends du porc sur le marché. Ils sont arrivés avec 2 bombes lacrymogènes. Ils ont gazé, ils nous ont insultés, enculés, tu vas plus vendre de porc sur le marché. Et ils nous ont gazés. Et ce jour-là, on a été 11 sur le carreau. Parce que les autres commerçants ont voulu intervenir et ils se sont retournés, ils ont gazé tout le monde. C'était une attaque sur nous direct, hein, c'était pas autre chose. Hein. Mais c'est des tensions, c'est des abrutis, c'est des mômes qui sont engrainés c'est des abrutis, c'est tout. Ils sont pas tous comme ça, et heureusement. Il y en a qui travaillent chez moi, j'en ai, ils sont pas comme ça. Et voilà, il faut qu'en France, il y a des lois, il faut les faire appliquer. Une fois que vous en chopez un ou deux, les autres, ils vont se calmer. Moi, je sais pas, quand on était môme, on prenait une trempe, pardon, on faisait une connerie, on prenait une trempe, on recommençait pas. Là, aujourd'hui, les parents, ils ont même pas le dessus sur les mômes. Le 20 juillet 2014, quand les émeutes surviennent à Sarcelles, les tensions éclatent au grand jour. Identification au conflit israélo-palestinien, montée du racisme, détresse sociale. Ce climat de radicalisation vient questionner une société déjà fragile. Sur ce centre commercial, il y a une vingtaine de commerces. 4 juifs, un chaldéen, les autres musulmans. Et il y a un gars qui dit celui-là, 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 celui-là. Il touche les juifs, les musulmans, les chaldéens, les juifs, pas les musulmans. Il n'y a pas un commerce tenu par un musulman là qui a été touché. Si ça ne s'appelle pas de l'antisémitisme primaire ou de l'antichristianisme primaire, c'est quoi? Moi, je pense que c'était un fait d'actualité parce qu'effectivement, c'est arrivé ailleurs. Le même jour, à Barbès, il y a eu des événements bien plus graves. Donc, Sarcelles se targue de faire vivre ces communautés en parfaite harmonie. Et on ne veut pas que
cette harmonie soit perturbée par des faits d'actualité qui sont étrangers à la France. Tous les jours, vous n'avez pas ça à Sarcelles. Les communautés vivent encore de manière assez paisible. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bagarre intercommunautaire ou interreligieuse. Il y a, depuis, et même avant, une peur réciproque qui se propage, qui s'amplifie. Mais vous n'avez pas de conflictualité. Les gens continuent à vivre ensemble. Mais il y a un doute et il y a une peur de plus en plus présente. Et effectivement, ça a cassé ce qui existait avant, une forme d'harmonie et une forme de paix. Dans une ville multiculturelle, fallait-il appeler à manifester sur cette question israélo-palestinienne au risque de provoquer des débordements? Nabil Koskossi, l'organisateur de la manifestation, s'en explique. Nous, on n'a aucun problème particulier avec les communautés dans la ville de Sarcelles, mais on voulait exprimer aussi notre soutien au peuple palestinien, comme ça se fait dans d'autres villes, puisque la liberté de manifester est un droit fondamental. Et on s'est dit, bon, on manifeste pour la Palestine, pour le peuple palestinien, pour la paix, et on voyait rien de grave à cela, quoi. Suite aux émeutes, Nabil est attaqué en justice par le maire pour dégradation de biens publics. Arié Halimi décide alors de le défendre. Ce qui m'a incité à prendre la défense de Nabil Koskossi, c'est que je l'ai rencontré il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, et qu'on avait des valeurs communes. Et on m'a beaucoup reproché ça. Pourquoi ? Parce que moi, étant juif, on m'a dit tu es juif, tu ne peux pas défendre des personnes qui participent à une manifestation pro-palestinienne. Et pour moi, ça semblait complètement incohérent, absurde. Et je peux même dire, c'est parce que je suis juif que je dois les défendre. C'est parce que j'appartiens que j'ai cette identité et que je dois restaurer finalement un dialogue avec des personnes qui sont censées m'être opposées du fait de leur identité et du fait de leur engagement. Je dois créer ce dialogue. Et on m'a reproché ça. Relaxé par la justice, Nabil tente aujourd'hui de dépasser les clivages communautaires en s'engageant pour sa ville. Et donc j'ai fait le choix de rester ici et d'essayer de m'investir dans ma ville pour essayer de faire bouger un peu ma ville. On a pour la première fois monté une petite liste citoyenne pour les élections cantonales, là, départementales, là, dernièrement. On a fait à peu près 10%, une liste sans étiquette, constituée uniquement d'habitants de la ville. Et on en est plutôt fiers, puisqu'on a fait plus que certains gros partis politiques qui ont, pour certains, plus de 40 ans d'existence. On parle souvent de communautarisme et compagnie, mais j'ai envie de dire, c'est les institutions qui poussent les gens, quelque part, en disant, regardez, eux, ils se sont organisés en communauté, ils ont monté leur liste communautaire, aujourd'hui, ils ont des adjoints au maire, ils pèsent, donc si vous aussi, vous voulez peser demain, il faut vous organiser en association communautaire et il faut machin. Et nous, on ne veut pas tomber dans ce piège-là. On est fiers de nos origines, mais on est aussi des citoyens français à part entière. Si le communautarisme paraît dangereux, une laïcité totalement déconnectée des religions et des identités semble aussi irréaliste à Sarcelles. Finalement, est-ce que cette ville laboratoire ne permettrait pas d'envisager une 3e voie ? On est passé de la République, qui ne reconnaît pas dans l'espace public des différences, à des minorités extrêmement actives, et ceux qui n'arrivent pas à se constituer en minorité sont très frustrés. Reste à inventer quelque chose qui est le meilleur du modèle républicain et le meilleur du modèle de type américain. Non pas le pire, mais le meilleur. Donc ni le communautarisme, ni un universalisme républicain qui devient une abstraction. Et donc c'est un test de la capacité d'inventer quelque chose dont la logique devrait être d'imposer le respect des valeurs universelles et donc des valeurs républicaines et en même temps de reconnaître les particularismes culturels. Mais cette synthèse est-elle possible quand les habitants doutent de leur capacité à revivre ensemble ? C'est ce défi que devront relever les jeunes. Vivre pleinement de multiples identités sans perdre le lien avec le reste de la société. Je suis une élève au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles, je vais avoir 18 ans. Je suis d'origine mauritanienne et bretonne. Niveau communauté, on a plutôt un vrai brassage, je trouve. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un se faire rejeter
pour son origine. Donc forcément, dans les conversations, on se dit « Ah oui, bah moi je viens de là, moi je viens de là ». On parle souvent de nourriture, de nos pays, parce que la nourriture c'est super culturel quand même. On ne s'associe pas par religion. On peut très bien être plus proche d'un chrétien que d'une musulmane parce qu'on a des idées en commun. C'est vraiment pas une question de religion, surtout à notre âge où il y en a pas mal qui se cherchent. Mon meilleur ami est juif. Sa mère ne savait pas que j'étais musulmane parce qu'on n'avait jamais abordé le sujet. Il lui a dit un jour qu'il voulait venir couper chez moi pour le ramadan et elle lui a fait « Mais comment ça le ramadan, elle est musulmane ?» Les gens font beaucoup d'amalgames. On a beau dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Avant, on faisait des amalgames sur les étrangers, maintenant on en fait sur les musulmans. Demain, ça sera peut-être sur les jeunes ou sur quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, je me sens aussi mal. Voilà, je veux que les gens qui ont cru en moi soient fiers, comme tout le monde en fait, je pense. Et puis ça dépend pas de notre origine. Ça dépend vraiment de la personne qu'on est, je pense.